Tandis en ayant osé aller le voir, faire face à cette peur et en fait à me dire est-ce que cette espèce de croyance que j'ai dans ma tête là, est-ce qu'elle est vraie? Le fait que je suis parti le voir et que j'ai fait ça m'a libéré de cette idée-là. Salut et bienvenue sur le podcast Harmoniser sa vie. Je suis Gaël Salézy, créateur du mouvement Harmonisateur de vie. Mon but, permettre à chacun de ramener de l'harmonie dans sa vie en osant être pleinement soi et de se libérer de tous les masques qui nous freinent dans son épanouissement. Je crois fortement que le monde sera en paix et en harmonie lorsque chaque être humain vivra en incarnant son véritable soi. Le mouvement harmonisateur de vie a donc pour but d'aider toutes les personnes qui aujourd'hui sont conscientes qu'elles sont sur Terre pour une raison précise et qui souhaitent se mettre en accord avec cette destinée. J'ai créé le podcast Harmoniser sa vie, dans lequel je partage des concepts clés en développement personnel et spirituel pour permettre à chacun de faciliter cette transition. Alors aujourd'hui, c'est un épisode qui fait suite au précédent qui avait pour thème comment surmonter la peur du jugement des autres. Dans cet épisode, je vous avais parlé justement de l'idée qu'on a un juge à l'intérieur de nous et que ce juge a pour rôle de faire en sorte que nos règles, nos lois en quelque sorte soient respectées. En gros, ce juge il va nous dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, et que si on fait quelque chose qu'on a le droit de faire, on est récompensé, si on fait quelque chose qu'on n'a pas le droit, on a une punition. Ce concept-là, en fait, il est en développement personnel, souvent associé à ce qu'on appelle le système de croyance. Et donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on rentre un peu plus en détail dans cette idée de système de croyance, et surtout de vous aider à modifier son système de croyance. Parce que imaginez, vous avez des règles dans votre tête qui sont obsolètes. Vous avez des règles qui vous font agir d'une manière dont vous n'avez pas envie, en fait, d'une manière qui ne contribue pas à votre bien-être. Forcément, il serait peut-être important, peut-être judicieux de changer ces règles-là. Eh bien, comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce que l'on rentre à l'intérieur de soi et on va regarder les lois et on va dire ok, cette loi-là, elle va être abrogée, on va la remplacer par une nouvelle règle. Eh bien justement, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc ensemble, je vais vous expliquer déjà le concept de croyance, qu'est-ce qu'une croyance, quels sont les deux types de croyances que l'on a à l'intérieur de nous, quels sont le rôle de nos croyances, comment est-ce qu'elles sont fabriquées, ces croyances, et surtout, comment est-ce que on va les modifier. Donc je vais vous donner 2 clés précises pour modifier une croyance. Donc la première des choses à savoir, c'est qu'une croyance, c'est un concept, c'est une idée qu'on a validée comme une vérité. En gros, on s'est dit, si je fais ça, je fais le bien, si je fais pas ça, ou si je fais ça, je fais le mal, en quelque sorte. Et pour nous, c'est simple, c'est sûr, ça fonctionne comme ça, c'est pas autrement en fait. C'est sûr et certain que si je fais cela, le résultat, la conséquence va être celle-là. Sûr et certain. Donc je vous donne un exemple tout simple. Imaginons que vous vous dites, si je suis une personne qui est bienveillant, alors les gens vont être bienveillants avec moi. Si je suis une personne, si je deviens coach, je ne pourrai pas subvenir aux besoins de ma famille, ou bien si je vais à l'église tous les dimanches comme on me l'a appris, j'irai au paradis après ma mort. Voilà des concepts en fait que l'on a à l'intérieur de nous et qui peuvent être des croyances qui sont limitantes ou ressources. Voilà les 2 types de croyances. C'est-à-dire qu'une croyance limitante va être une croyance qui nous fait faire des choses qui nous empêchent d'augmenter notre épanouissement. En gros, c'est une règle qui nous freine dans notre avancement de vie, dans notre épanouissement, et qu'on la suit tout de même
parce qu'elle est inscrite à l'intérieur de nous et qu'en gros on se dit c'est la loi, c'est comme ça, on est obligé de faire ça, et même si je suis malheureux en suivant cette règle, je suis obligé. Tandis qu'une croyance ressource, ça va être une croyance qui va nous pousser justement à faire certaines choses et qui vont augmenter et contribuer positivement à notre bien-être. Donc, dans les trois croyances que je vous ai données, les trois croyances peuvent être vues comme justement une ressource ou limitante. Ce n'est qu'un point de vue en fait. Là-dedans, il n'y a pas une règle précise qui va dire cette croyance-là c'est une croyance ressource et cette croyance-là c'est une croyance limitante. Pas du tout. Cela dépend de chacun de nous. Si je vous dis à nouveau les règles, c'est par exemple la règle de si je suis bienveillant, alors je récolte la bienveillance. Eh bien, pour moi, par exemple, je vois cette règle comme une règle ressource parce qu'elle me permet justement d'avoir un comportement que je juge, moi, bénéfique, et que derrière, je me dis que c'est comme ça que je récolte en fait ce que j'ai. Aujourd'hui, les gens sont bienveillants envers moi, et je pense que c'est parce que je suis bienveillant. Certaines personnes vont se dire cette règle-là, elle peut être limitante, parce que justement, ils sont bienveillants, et ils ont l'impression de récolter de la malveillance. Et ils finissent par se dire ouais, mais c'est pas du tout vrai, et pourtant je suis obligé de faire des choses, je suis trop gentil avec les gens abusent de moi, et du coup, ces personnes-là peut-être vont se dire, elles n'arrivent pas à mettre de limites, elles n'arrivent pas à dire non, et cette règle-là, en quelque sorte, formulée de cette manière-là, les empêche d'être exactement en accord avec eux, alignés, et de savoir mettre des limites, par exemple. Donc je ne vais pas faire toutes les règles possibles et inimaginables qu'il y a, je veux juste vous faire comprendre d'une chose, c'est que nous avons chacun notre propre système de croyance. Et il est unique. Vous avez, des règles dans votre tête qui sont les vôtres, et vous êtes les seules personnes au monde à avoir ce système de règles-là. Nous avons peut-être les mêmes règles, certaines règles, mais pas toutes. Personne au monde n'a le même système de croyance que vous. Le système de croyance, je n'ai pas donné la définition, mais c'est ce qui regroupe toutes les règles. En gros, on pourrait l'imager comme le livre des lois, en fait. C'est vraiment ça qui forme votre système de croyance. Et sachez qu'il est unique, et que votre vision aussi, comment le juge interprète ces règles aussi, sont propres à vous. Comme je vous l'ai dit, une règle peut être à la fois ressource ou limitante selon la situation dans laquelle vous êtes et le moment de votre vie. Donc, cela nous amène vraiment à prendre conscience, quel est le rôle justement de nos croyances. Eh bien, le rôle principal, c'est de nous permettre de prendre des décisions. C'est-à-dire que lorsque l'on fait face à une situation, on a un certain comportement à adopter, eh bien ce sont les différentes règles que l'on a qui vont être la référence, qui vont nous permettre de nous dire tu vas agir comme ça, parce que selon la règle, il est bien d'agir comme ça. Et que tu vas dire mais surtout n'agis pas comme ça, parce que ça c'est mal. Et donc, c'est ce système de croyance en quelque sorte qui nous permet de prendre des décisions, de savoir qu'est-ce que l'on doit faire. Une notion qui est importante de prendre en compte, c'est vraiment que tout cela se passe de manière inconsciente. Bien entendu, on ne se dit pas à chaque fois dans la tête, quelle est la règle et est-ce que je respecte cette règle ou pas. Non, tout cela se fait de manière inconsciente, c'est automatique. C'est quelque chose qui est inscrit en nous et pour la majorité des règles que nous avons, la majorité de nos croyances, nous les ignorons. Donc nous avons une espèce de système informatique, un peu comme un système informatique à l'intérieur de nous, qui régit tout ça pour nous automatiquement, que moi j'ai appelé justement dans le podcast précédent le juge. C'est son rôle et cela se fait dans notre inconscient. La difficulté, comme je le dis, c'est vraiment le but de ce podcast, c'est que parfois on va faire des choses et on va se dire mais j'ai pas envie d'agir comme ça, mais ma règle me force d'agir d'une certaine manière. Et c'est là où justement on va commencer à se créer ce que j'ai appelé dans le podcast précédent, le rebelle qui va vouloir aller modifier les différentes croyances. Donc, pour comprendre comment est-ce que l'on modifie une croyance, je vais vous donner un exemple très basique, très simple, pour voir comment est-ce qu'elle se crée déjà, quels sont les facteurs qui viennent permettre qu'une croyance devienne justement une vérité et non pas un simple concept, une simple règle que
on se dit ouais mais cette règle elle est pour les autres, elle n'est pas pour moi. Comment ça se fait que nous on s'approprie une règle et qu'on la suive? C'est-à-dire qu'à aucun moment on va se dire je vais à l'encontre de cette règle. Qu'est-ce qui fait cela? Alors, comme je disais, c'est surtout lié à notre éducation, c'est lié à l'expérience de vie que l'on a, c'est lié aux différentes personnes qui vont justement nous éduquer, professeurs aussi, c'est lié à notre culture, c'est lié à notre religion par exemple. Il y a plusieurs facteurs qui vont nous mener à justement adopter certaines règles. Mais le point que j'aimerais surtout exprimer aujourd'hui, c'est, on va dire, prendre l'exemple des expériences de vie et comment une expérience de vie crée une règle à l'intérieur de nous. Pour cela, on va prendre un exemple tout simple avec 3 personnes qui sont, on va dire, 3 personnes pareilles, d'accord? Imaginons ces 3 personnes qui ont le même âge, la même vie sociale, la même éducation, la même vie depuis le début, d'accord? Mais qu'il va se passer 3 choses différentes pour ces personnes. Donc, ces personnes, elles viennent d'avoir leur permis, elles ont leur première voiture, et donc elles commencent à prendre de l'assurance, à commencer de plus en plus à vouloir faire les fanfarons, et puis elles vont commencer à rouler de plus en plus vite jusqu'à ne plus respecter les limitations de vitesse. Et il se passe 3 situations différentes. Donc la première personne, elle va se faire arrêter par la police, et celle-ci va juste lui faire un rappel à l'ordre en lui disant de manière polie et posée « Monsieur ou madame, vous roulez trop vite, veuillez respecter les limitations de vitesse, ce n'est qu'un rappel. » Point. La deuxième personne, elle va aussi se faire arrêter par la police, mais ce qui va se passer, c'est que elle va avoir une amende, 135 €, on va lui enlever 3 points sur permis, et en plus elle va devoir aller faire un stage de récupération de points. Et la troisième personne, ce qui va lui arriver, c'est qu'elle va faire un accident de voiture, et elle va perdre sa voiture carrément, elle va en ressortir blessée, mais bon, sans trop de graves séquelles, et sa voiture est réformée. Eh bien, ce qui se passe, on voit que ces 3 personnes ont une expérience de vie différente, et donc forcément, si on se base sur la règle, qui est de respecter la limitation de vitesse, c'est bien de respecter les limitations de vitesse. Est-ce que vous pensez que ces 3 personnes vont acquérir cette règle de la même manière? Il y a de fortes chances que non. Pourquoi? Eh bien, c'est l'émotion qui est venue en fait donner en fait la véracité de cette règle et leur permettre de l'acquérir ou pas en fait. Quand je parle de l'émotion, c'est surtout la douleur qu'ils ont ressentie dans chacune des situations. Si on prend vraiment la douleur pour la première situation, à quel point la personne a diminué son mal-être, on va vraiment parler comme ça pour exprimer ce que c'est la douleur, d'accord? Je parle pas de douleur physique, mais vraiment émotionnelle, mentale, dans tous les points possibles, c'est vraiment de dire, ok, mon bien-être, il a diminué. Et c'est ça une douleur. Et donc, pour la première personne, on va dire que l'intensité de la douleur, si on pouvait la jauger de 0 à 10, 0 ça fait pas mal du tout, et 10 sur 10 c'est juste insupportable, c'est le pire châtiment possible qu'on peut recevoir. La première personne, elle qui a juste eu, elle s'est fait arrêter par la police et elle a eu un rappel à l'ordre, allez on va dire douleur 2 sur 10. Genre elle a eu un peu peur quand même parce qu'elle voit la police et tout. La deuxième personne, elle, qui a eu l'amende et qui doit faire un stage et qui a perdu ses points, on va dire que sa douleur, elle est sur une intensité de 5 sur 10. Et la troisième personne, elle, qui a eu un accident, on va mettre sa douleur à 9 sur 10. D'accord? Donc, dans les 3 situations, pour aller voir comment ces 3 personnes, elles ont justement adopté cette règle-là, est-ce qu'elles en ont fait une croyance? On va aller les tester. Donc imaginons qu'on propose à chacune de ces personnes de leur dire « Ok, là pendant les 30 prochaines minutes, tu vas rouler en dépassant la limitation de vitesse de 50 km/h et si tu le fais pendant les 30 prochaines minutes, on te donne 1000 €. » Bien, ce qui va se passer pour la personne, pour chacune d'elles, en fait, qu'est-ce qu'elles vont faire? C'est qu'elles vont comparer leurs règles avec le bénéfice qu'elles ont à ne pas suivre la règle. Je m'explique. Imaginons que le bien-être que procure le fait de gagner 1000 €
en roulant 30 km pendant 30 minutes à 50 km/h au-dessus de la limitation de vitesse, génère un bien-être de 5 sur 10. C'est subjectif, c'est basique, hein, d'accord, là-dedans, chacun sa manière de voir les choses, mais restons très basiques, d'accord. 5 sur 10, on va juste se dire notre mieux-être augmente de 5 sur 10 si on fait ça. Eh bien, la première personne qui, elle, sa règle est basée sur une douleur de 2 sur 10. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'elle va comparer, en gros, le bénéfice avec l'inconvénient. Donc, le bénéfice, c'est 5 sur 10 en mieux-être, et l'inconvénient, c'est le risque d'avoir une douleur de 2 sur 10. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elle compare 5 sur 10 et 2 sur 10, il reste plus 3 sur 10, et donc elle se dit, bah ouais, j'y vais, parce que j'ai pas grand-chose à perdre, quoi. C'est juste que même si je me fais arrêter, je vais juste avoir un rappel à l'ordre. Bah oui, ça vaut 1000 euros, franchement, je m'en fous de prendre ce risque-là, en quelque sorte. Elle a rien à perdre, quoi, en gros. La deuxième personne, qu'est-ce qui va se passer? Elle va se dire, ah ouais, mais le risque, c'est quand même de perdre 3 points sur mon permis, j'en ai que 6, là, et il m'en reste 3 en plus. Je vais devoir refaire un stage qui est chiant, et en plus, je vais payer 135 euros. Bon, elle se dit, non, bon, allez, ça a quand même un bénéfice de 5 sur 10, avec ma douleur de 5 sur 10, ça fait 0, si on compare les deux. J'ai pas vraiment d'intérêt à le faire, donc non. Et la dernière personne, en gros, elle, ça va être un non radical. Parce que si on compare une douleur de 9 sur 10 à un bénéfice de 5 sur 10, elle a encore une douleur de 4 sur 10. Elle va se dire, mais non, clairement, non, moi, je ne vais surtout pas dépasser la limitation de vitesse. Pour 1000 euros, je prends le risque de refaire un accident et de réformer ma voiture? Non, clairement non. Et donc, on voit en fait que, en fonction des différentes expériences de vie, de la peur que l'on a, si je peux dire, d'être puni du fait de ne pas avoir respecté la règle, va forcément nous faire prendre des décisions qui sont plus ou moins importantes. Et là, vous voyez, je vous ai donné l'exemple d'une expérience de vie. Donc on peut prendre ça sur toutes les choses. Vous pouvez prendre l'impact d'un enfant qui est battu par son père toute son enfance. Forcément, dites-vous bien qu'il va créer une règle dans sa tête, il va avoir une croyance limitante qui est liée à ça, et que derrière, ça va impacter énormément sa vie. On va dire que voilà, tous les traumatismes que l'on a, forcément créent des croyances limitantes. Plus fort sera la douleur liée à ce traumatisme, plus difficile sera sa modification, parce que vous voyez bien que dans les situations que je vous ai données, pour faire que quelqu'un enfreigne une règle, en gros, il faut qu'il y ait un bénéfice très élevé. Et donc, trouver ce bénéfice très élevé, c'est justement la première clé que je souhaite vous partager. Lorsque vous avez identifié ce qui vous empêche d'avancer, il est important de pouvoir identifier le bénéfice que vous avez à changer cela. Comment est-ce que l'on fait pour identifier un bénéfice qui est très élevé? La première des choses que je vous conseille de faire, c'est de voir déjà quelle est l'intention de base qui se cache derrière la croyance que vous souhaitez modifier. C'est-à-dire qu'au moment où cette croyance elle est venue dans votre tête, elle avait quel but? Pourquoi cette croyance-là, elle est dans votre tête? Pourquoi à un moment de votre vie, vous vous êtes dit « Je vais inscrire ça comme règle dans ma tête parce que je ne veux plus justement refaire ce qui s'est passé là. » Si on prend les expériences de vie par exemple, ou si on vous a éduqué d'une certaine manière, qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit « Ouais, ça, clairement, je vais l'inscrire parce que c'est important. » Il y a le cas où on va se dire « Ok, vous avez une rupture amoureuse, très douloureuse, et vous vous dites « Je ne me remettrai plus jamais en couple parce que ça fait trop mal. » Et en gros, dû à la douleur, en fait, vous avez créé cette règle à l'intérieur de vous. Et donc, du coup, quand vous rencontrez quelqu'un qui a quand même un match, qu'il y a une bonne entente, vous allez saboter toute la situation pour vous empêcher de vous mettre en couple avec cette personne-là parce que vous avez peur de revivre la douleur à nouveau. Et là, forcément, c'est le genre de croyance qu'on souhaite modifier.
Et bien derrière, pour pouvoir modifier une telle croyance, de se dire ok, j'accepte de me remettre en couple, il va falloir en gros que vous ayez un bénéfice beaucoup plus élevé de la peur que la peur de recevoir la douleur. En gros, il faut que vous vous retrouviez dans une situation où vous vous dites, eh bien, même si ça arrive, la peur que j'ai, c'est pas grave, parce que au moins j'aurais eu ce bénéfice-là. C'est comme si vous vous dites, là pour reprendre l'exemple, c'est pas grave, je vais me mettre avec cette personne-là parce que je me sens tellement bien avec elle et ce qu'elle m'apporte, cette personne-là, est tellement grand. Elle me donne la confiance, elle me donne ce dont j'ai besoin et je vais vivre tellement de bonheur que même si à un moment donné je perds ce bonheur-là, c'est pas grave parce que j'aurais été super heureux de l'avoir vécu. Par exemple, ça c'est une règle par laquelle on pourrait modifier, c'est un bénéfice. C'est chacun aussi voit son bénéfice en quelque sorte. Mais c'est vraiment cela. Et donc, comme je le disais, pour pouvoir identifier pourquoi la règle elle a été mise en fait, c'est bien souvent la règle, elle nous dit, si je reprends l'exemple que je vous ai donné, le but d'avoir mis cette règle, c'est vraiment de se protéger, de se dire, je ne veux plus avoir de douleur, je ne veux plus être mal en fait. Et derrière, on peut voir les choses différemment, parce que à partir du fait, je ne veux plus subir la douleur d'une rupture amoureuse, on peut créer la règle, du coup, je ne vais plus me mettre en couple, parce que clairement derrière, ça va me faire douleur, ou on pourrait se dire, je vais travailler sur moi pour m'assurer que la prochaine fois que je sois en couple, ça se passe super bien, parce que j'aurai fait justement le travail sur moi, pour ne plus générer à nouveau les problèmes qu'il y avait dans les relations que j'ai. Et c'est une autre approche. Là, c'est plus du tout la même chose en fait. Il y a une croyance qui va vous limiter dans le fait qu'en gros, vous n'aurez plus de relations amoureuses de votre vie. Et il y en a une autre qui, en gros, vous permet de vous dire la prochaine relation sera la bonne et je serai super heureux. C'est pas du tout la même approche. Une est une croyance limitante, l'autre est une croyance ressource. Et les deux ont le même but, vous protéger de la douleur de la rupture amoureuse. Parce que les deux ont pour but d'empêcher la rupture amoureuse. Même intention, deux règles différentes. Donc des fois, le simple fait d'aller prendre du recul, de se dire, ok, mais derrière cette croyance-là, quel est le but réel ? Quel est vraiment le but qui se cache derrière cette règle que j'ai mise ? Quelle est l'intention la plus haute ? Et lorsqu'on l'identifie, on se rendra compte qu'en fait, eh bien, il y a souvent un désaccord parfois entre la règle et l'intention de base. Et le fait d'identifier ça permet alors de modifier la croyance et de la remplacer par une croyance beaucoup plus bénéfique, comme là je viens de vous le donner. Je travaille sur moi pour m'assurer de ne pas vivre à nouveau une rupture, plutôt que de me dire je ne vais plus me mettre en relation amoureuse. Donc voilà la première méthode. Et la deuxième méthode qui peut exister, c'est d'aller regarder la véracité de notre règle et d'aller expérimenter, justement, d'aller au front, en gros, d'aller faire face à sa peur pour savoir est-ce que cette règle, elle est vraie ? Est-ce que vous êtes sûr que cette règle est vraie ? Parce que ça peut être une règle qu'on vous a donnée quand vous étiez petit, en fait, et qu'on vous a dit, par exemple, si vous rentrez, il y a une tradition à La Réunion souvent qui est, si vous rentrez le soir chez vous avant 6h, il faut que vous passez votre portail en reculant. C'est le genre, vous voyez, de petites phrases, de petites choses, on nous dit, il ne faut pas passer le balai après 18h, si tu passes le balai, ne jette pas ta poussière dehors parce que sinon tu vas perdre de l'argent. Ce genre de choses, en fait, on entend nos parents nous le dire, on les voit faire, et on se dit, mais pourquoi vous faites ça ? Et on dirait, c'est juste, c'est comme ça, et c'est tout, point. C'est le genre de croyance, des fois, on se dit, mais est-ce que c'est pas un peu bête ? Est-ce que c'est pas un peu... Des fois, quand on commence à se questionner, se dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Et on le fait, et on se dit, oh, j'ai passé le portail en rentrant normalement, et il n'y a pas de changement dans ma vie, tout va bien, oh, il n'y a pas une météorite qui m'est tombée sur la tête, que peut-être alors on va se dire, ouais,
c'est peut-être autre chose en fait qui se cache derrière cette croyance. Parce que je veux pas remettre en cause toutes les us et coutumes. En fait, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière, en fait, vous voyez, à nouveau. Parce qu'il y a une intention derrière l'idée de se dire, ok, après 18h, on ne rentre pas d'une certaine manière dans sa maison. Au niveau spirituel, il y a une réelle clé, en fait, qui se cache derrière. C'est vraiment l'intention que l'on a. C'est vraiment tout cela, mais j'ai pas envie de rentrer dans ce détail. Mais sachez que, bien souvent, il faut comprendre comment une règle a été mise en place, dans quelle situation, dans quel moment de vie, et que peut-être que les choses ont évolué entre-temps, et qu'il est peut-être temps de changer certaines traditions, et donc de se rendre compte que quelque chose qui était vrai auparavant ne l'est peut-être plus aujourd'hui. Donc, pour cela, moi j'aimerais vous partager une des règles justement qui a été l'une des plus difficiles à changer, si je peux dire, dans ma vie, qui m'a pris énormément de temps à changer, et une règle qui, je croyais, était vraie au départ, s'est avérée être fausse et qui m'a freiné énormément. Je vais m'expliquer, et le jour où j'ai pu identifier cette règle, c'est grâce en fait à une question que Tony Robbins utilise énormément dans ses coachings, et cette question je la trouve mais tellement puissante. C'est une question qui, lorsqu'on prend le temps vraiment de se la poser et d'aller voir tout ce qui en ressort, mais peut modifier une vie et transformer une personne. Cette question, elle est la suivante. Si vous, pendant votre enfance, en fait, vous aviez 2 parents, si vous avez vécu avec vos 2 parents, et que vous les avez connus, lequel des 2 parents vous avez été en demande d'amour? C'est-à-dire, pour qui vous aviez l'impression que vous avez moins d'amour, que vous receviez moins d'amour. Et il y a forcément un des 2 parents vers qui on ressent cela. Pour ma part, moi, ça a été tellement simple cette question-là. Ma mère, je n'ai jamais eu à me demander si elle m'aimait. C'est-à-dire, c'était évident pour moi depuis tout petit. Elle a tellement fait de choses. Elle me regardait, elle me l'a dit. Elle a beaucoup exprimé tout l'amour qu'elle a pour moi là-dedans. Je n'ai jamais eu à me poser la question. Par contre, mon père, qui n'a jamais été très expressif, n'a jamais démontré ce genre de choses, qui gardait beaucoup tout ce qu'il vivait à l'intérieur, ses émotions, on n'a jamais su en quelque sorte, qui partageait très peu de ses émotions, forcément, moi je me suis toujours demandé est-ce que mon père m'aime. Et donc du fait que mon père, voilà, il a toujours cherché à nous donner, enfin, il nous a éduqués de manière à ce qu'on nous donne toujours le meilleur de nous-mêmes, moi j'avais associé ça à, si j'arrive à faire les choses, à réussir tout ce que j'entreprends, à ce moment-là, mon père sera fier de moi, et donc il va m'aimer. Donc en gros, c'est un peu comme si ce qui m'a drivé tout le long de ma jeunesse, ça a été vraiment de rendre mon père fier, et de faire des choses, de le réussir. Donc j'ai travaillé à l'école, j'ai réussi la majorité de mes études, j'ai toujours essayé d'exceller dans le sport, par exemple, aussi. Dès que je commençais un sport, j'allais en compétition, j'essayais d'être dans les meilleurs. J'ai toujours essayé de donner le meilleur de moi-même et de réussir ce que j'accomplissais. Et donc, du coup, cette croyance-là a quand même été très bénéfique pour moi durant toute ma vie parce qu'elle m'a poussé justement à développer des compétences, à acquérir justement certaines compétences, à avoir cette niaque, cette envie de me développer constamment et d'être une meilleure version de moi-même. Donc, elle m'a quand même beaucoup aidé dans ma jeunesse. Le moment où cette règle a fini par devenir, on va dire, toxique pour moi et, on va dire, limitante, ça a été lors de ma 3e année de fac en Australie, où je suis tombé gravement malade et qu'en gros, j'ai dû arrêter mes études et ne pas terminer complètement le cursus que j'avais commencé. Et du coup, pour moi, j'ai vraiment vécu ça comme un échec. Et ce n'est qu'avec le recul que j'ai pu avoir toutes ces idées que je vous partage aujourd'hui, mais sur le coup, pour moi, je l'ai vraiment vu comme mon père ne veut pas être fier de moi en fait. Je vais décevoir mes parents. J'ai failli, je n'ai pas réussi, et donc du coup, je vais décevoir mes parents, et surtout mon père, et donc derrière, tout le travail que j'ai fait pour le rendre fier et pour qu'il soit
il m'aime, il me donne de l'amour, en gros, raté, j'ai pas réussi. Donc ça a été très complexe pour moi de pouvoir à ce moment-là retrouver une nouvelle forme et une nouvelle vision pour me dire, ok, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour le rendre fier en fait, parce que cette idée-là, elle est restée dans ma tête. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que après que je me sois rétabli, mon père, j'ai commencé à travailler avec lui, et à un moment, il m'a dit, ok, ben, tu sais, moi je vais prendre ma retraite, si tu veux, tu peux reprendre l'entreprise qui est notre menuiserie bois. Et ben, moi, je me suis dit, forcément, mais là, tu me donnes l'opportunité pour justement te rendre fier. C'est l'entreprise que toi, tu as créée. Moi, si je la reprends, je la fais prospérer et que je réussis, mais là, tu vas vraiment être fier de moi. Et donc, à ce moment, tu vas m'aimer, quoi. Et donc, je me suis dit, tout de suite, je dis, oui, ok, j'y vais, en fait. Le problème, c'est que la menuiserie bois, le monde du bâtiment, n'est pas du tout fait pour une personne avec ma personnalité. C'est-à-dire que j'étais pas du tout doué là-dedans, j'ai pas, on va dire, fait prospérer l'entreprise autant que je le souhaitais, je l'ai quand même fait améliorer, mais ça n'a pas eu autant que moi je l'imaginais au départ et tout. Et surtout, le pire, c'était que moi, de plus en plus, mon bien-être, il diminuait au fur et à mesure que je restais dans cette entreprise. Ça devenait vraiment un fardeau, ça commençait à être lourd et je n'étais pas épanoui, ce qui a fait que justement, au bout de 4 ans, j'ai quitté cette entreprise. Mais le plus important là-dedans, ça a été, on va dire, le fait que, j'avais posé la question à mon père, c'était super important de lui dire, ok, qu'est-ce qu'il en pense si moi j'arrête? Et lui, il m'a dit, mais t'as pas à te soucier, si tu vas arrêter, arrête, c'est pas un souci. Il m'avait quand même donné son aval et c'était important. Mais derrière, tout ça, en fait, quand je vous dis, cette idée de vouloir rendre fier mon père, elle était inconsciente. C'est-à-dire que ce n'est qu'au moment où je me suis posé cette question de Tony Robbins que j'ai pu prendre conscience de tout ça. Pour moi, tout cela, c'était inconsciemment que je le faisais. Il faut vraiment prendre conscience que nos croyances, elles agissent de manière inconsciente. On n'est pas souvent conscient de nos croyances. On est drivé, on est quand même conditionné d'une certaine manière et on l'ignore en fait, qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui nous conditionne à agir d'une certaine manière. D'accord? Et du coup, pour en revenir à mon histoire, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que lorsque j'ai découvert cette question de Tony Robbins, j'ai commencé vraiment à beaucoup me questionner et un jour, en fait, avec mon père, qui a été la personne qui m'a enseigné énormément de choses de ce que je fais au niveau spirituel, j'avais l'idée de lui dire, ok, allons écrire un livre sur toutes les connaissances que tu as, allons faire quelque chose ensemble. Et lorsque le premier jour on s'est mis ensemble à pouvoir en discuter, très rapidement mon père, en fait, c'est comme s'il n'avait rien à foutre de ce que moi je disais, et il m'a donné ses idées, il a dit, ouais, on va faire ça, 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 et moi je lui dis, ouais, mais peut-être qu'on pourrait faire, et lui, il était bloqué sur sa manière de voir les choses, et il n'écoutait même pas ce que moi je disais. Ce qui est venu renforcer en gros cette idée de ouais, mais je suis pas, de toute manière, moi je connais rien, je suis pas suffisamment à sa hauteur, et donc ça sert à rien de, en gros, je suis pas compétent, et ça m'a beaucoup remis en doute, en quelque sorte. Et derrière, ça m'a poussé à un moment à aller le voir et lui dire, mais papa, en fait, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu sois fier de moi? Et vous voyez, ce jour-là, là je vous le dis comme ça, mais je vous laisse vraiment imaginer, vous remettre dans le contexte d'une personne qui en gros a passé plus de 30 ans de sa vie à se poser la question, à se dire qu'il faut qu'il rende son père fier, donc faire des choses, et qui ose aller le voir et lui dire cela. Je peux vous dire que j'avais les mains qui tremblaient, j'étais vraiment, je bégayais presque quand je lui ai posé la question. J'étais mais vraiment pas bien, quoi. J'avais un nœud et tout dans la gorge, au ventre et tout, c'était difficile, mais j'ai osé aller lui poser la question. Et la réponse qu'il m'a donnée, eh bien je peux vous dire qu'elle m'a littéralement laissé sur le cul, c'était, il m'a regardé dans les yeux, surpris déjà que je lui pose cette question-là, et il m'a dit, mais tu sais, je serai fier de toi, du moment que tu es heureux, je serai fier de toi. Et là, ça a été, mais quelque chose dans ma tête vraiment, vous voyez, quand une impression que ma vie change, que j'ai vécu dans une espèce de mensonge toute ma vie et que je découvre la vérité en fait.
Cette sensation-là, forcément déjà, elle m'a amené une énorme libération parce que je me suis dit, mais putain, je me suis mis une pression pour rien. Et en plus, elle m'a vraiment fait me dire, mais t'as été tellement bête. T'as passé 30 ans de ta vie à agir d'une certaine manière, à faire tout ça pour quelque chose qui était juste, sois heureux. Toi, tu croyais qu'il fallait que tu construises des choses, que tu fasses de grandes choses, des choses grandioses, et que tu réussisses socialement et tout, alors que la seule chose que ton père, en gros, il souhaite, c'est juste que tu aies un smile sur le visage, quoi. Et ça m'a tellement marqué, et je peux vous dire que ça a changé ma vie d'avoir cette conversation avec mon père, parce que j'ai revu tout mon système de croyances, j'ai revu beaucoup de choses, et aujourd'hui, je suis vraiment beaucoup plus en phase avec moi-même, en fait, parce que être heureux, c'est ça, c'est juste être en phase et être soi. Du coup, j'ai pu me réaligner, me dire, mais j'ai le droit de me réaligner, j'ai le droit de faire, d'être moi, parce que c'est comme ça que je suis heureux. Et ça a été un énorme changement. Aujourd'hui, je voulais partager cette idée avec vous, cette anecdote en fait de ma vie avec vous. Pourquoi ? Parce que cette question que j'ai posée à mon père, en fait, je lui ai posée 2 mois avant qu'il meure. Et je vous laisse imaginer que qu'est-ce qui se serait passé, qui je serais en fait si je n'avais pas osé poser cette question à mon père. Il y a des chances que je me serais dit, il est mort et j'ai échoué. Je n'ai même pas pu le rendre fier. Il y a des chances où je m'aurais pu passer toute ma vie à m'en vouloir en me disant, je n'ai même pas pu rendre fier mon père. Tandis qu'en ayant osé aller le voir, faire face à cette peur et en fait à me dire, est-ce que cette espèce de croyance que j'ai dans ma tête là, est-ce qu'elle est vraie ? Le fait que je suis parti le voir et que j'ai fait ça m'a libéré de cette idée-là. Et j'ai pu faire, je peux vous dire honnêtement, le deuil de mon père beaucoup plus facilement en fait. Je ne vais pas dire facilement, ça n'a jamais été facile de faire un deuil, au contraire. C'était difficile, mais j'aurais peut-être jamais fait le deuil de mon père si je n'avais pas osé parler avec lui. Et vous voyez, ce que je vous invite à faire, c'est que parfois, certains d'entre vous, si vous avez encore cette opportunité, si vous avez encore vos parents, s'il y a encore des choses à dire avec vos parents, dites-vous qu'on ne sait jamais quel est le dernier moment en fait. Et dites-vous que l'opportunité, il faut la saisir le plus rapidement possible. Quand vous avez identifié quelque chose qui vous freine et qu'il est important d'aller voir la véracité, dites-vous, ne laissez pas une peur vous empêcher de faire ce qui va vous rendre heureux. Ne laissez pas une peur vous freiner dans votre épanouissement. Au contraire, osez l'affronter, allez-y. C'est peut-être difficile, mais je peux vous assurer que le trésor qu'il y a derrière la peur, la libération qu'il y a, n'a pas de prix. Je ne regrette pour rien au monde et je peux vous dire que je suis en énorme gratitude pour moi-même d'avoir osé aller dire cela à mon père. Chaque jour, je me dis, mais qu'est-ce que ma vie aurait pu être tellement différente si je n'avais pas osé faire. Pour moi, c'est un tournant de ma vie ce jour où j'ai discuté avec lui. Et je peux vous dire que ce tournant, j'aurais pu le rater en fait. C'est surtout ça que je veux partager avec vous. Osez aller au-delà de votre peur, osez faire les choses, osez questionner en fait les différentes croyances que vous avez, osez vous demander, est-ce que c'est vrai cette croyance-là ? Est-ce que c'est important de la garder ? Est-ce que vraiment ça fonctionne comme ça ? Est-ce que c'est vrai ça ? Est-ce que mon père ne m'aime pas ? Est-ce que je dois faire ça pour que mon père m'aime ? Est-ce que c'est vrai ? Parce que moi, ce que je vous dis aussi, c'est que là, dans ma tête, c'est moi qui m'étais construit cette croyance, en fait. C'est moi qui avais pensé ça. Jamais mon père m'avait dit, mais tu sais, le jour où tu réussis à faire ça, je serai fier de toi. Non. Bien sûr qu'il avait certaines attentes, il m'a déjà dit des choses où il me disait, ok, si tu fais ci, fais ça, moi je te verrai, tu as la capacité de faire ça, tu pourrais faire ça. Ok. Il voyait en moi un certain potentiel et il voyait que j'avais des capacités. Il souhaitait juste que je puisse exploiter ces capacités en quelque sorte. Mais à aucun moment, il m'a mis une condition dessus. Lui-même, c'est moi qui me suis créé cette condition-là. C'est moi qui ai vu ça. Et je suis sûr qu'il y a certaines personnes d'entre vous qui doivent être dans la même situation. Que vous vous êtes mis des idées dans votre tête, des croyances qui sont fausses. Et que peut-être ces croyances-là vous empêchent d'avancer, qu'il suffit juste que vous ayez la conversation qu'il faut
avec la personne qu'il faut pour juste créer un énorme changement dans votre vie, vous réaligner et être beaucoup plus en phase avec vous. Donc voilà ce que je souhaitais partager avec vous pour clôturer ce podcast sur les croyances, le système de croyances. Donc ce qu'on a vu ensemble, c'est premièrement qu'est-ce qu'une croyance, quels sont les deux types de croyances, les croyances ressources, les croyances limitantes. Le rôle de nos croyances nous permet de prendre des décisions qui sont importantes dans notre vie. La manière que se forge une croyance, et donc je vous ai donné l'exemple des expériences de vie, mais il y a aussi donc du coup la culture dans laquelle on est, l'éducation que l'on a reçue, la religion dans laquelle on a pu être, où on est, les différentes expériences de vie. Je vous ai donné l'exemple justement des expériences de vie, comment en fait les douleurs et les récompenses qu'on peut avoir dans notre vie vont justement faire que l'on se crée des croyances. Et je vous ai donné les deux clés pour pouvoir les modifier, c'est d'identifier l'intention de base d'une croyance et formuler une croyance de manière à ce qu'on ait un bénéfice qui est beaucoup plus élevé que la douleur de la croyance limitante. Et la deuxième chose, c'est de vérifier la véracité de la croyance. Est-ce que c'est vrai ce que l'on fait? C'est d'oser aller au-delà de sa peur, d'aller vers la peur et se rendre compte que la croyance est totalement fausse. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce podcast. S'il y a une chose que j'ai pu partager qui pour vous a résonné, j'aimerais vraiment que vous preniez le temps de la noter ou même de juste de vous dire je retiens ça de ce podcast. S'il y a une seule chose, pas besoin de retenir 36 000 choses, on est bombardé d'informations, retenez une seule chose par jour et vous verrez à quel point votre vie peut avancer. À chaque fois que vous entendez un message clé important pour vous, retenez uniquement cette chose-là et prenez-vous, mettez le focus dessus. Quelle est la chose que vous souhaitez garder de ce podcast? Et si vous en avez une et qui vous a vraiment impacté, vous vous dites « Waouh, vous avez eu un tilt, vous avez eu un déclic grâce à ce podcast », je vous invite à le partager. Faites-le écouter par une autre personne qui peut être dans la même situation, qui a besoin d'entendre ces mots, qui a besoin aussi de ce déclic. Je vous invite vraiment à vous concentrer dessus, à le partager, parce que c'est comme ça qu'on va créer un monde beaucoup plus harmonieux. Parfois, simplement en partageant un message, l'harmonie peut aussi s'installer. Voilà une de mes croyances aussi, de me dire que, comme je vous l'ai dit, on partage avec bienveillance, on récolte de la bienveillance. Je vous souhaite à tous une excellente journée, prenez soin de vous. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine, et d'ici là, n'allez jamais à l'encontre de ce que vous dit votre cœur. Prenez soin de vous, à très très vite. Bye bye. Les mêmes gros moments, la cadeau, la vie, de l'eau pour nous boire, bardou avec la nuit.